Le dénominateur commun de la réussite. By Albert E. Gray. Les auteurs font souvent référence aux paroles d'Albert E. Gray et à son discours, le dénominateur commun du succès. Des années d'expérience en tant que cadre dirigeant ont permis à M. Gray de trouver des réponses aux questions que vous vous êtes probablement posées. Des questions comme « Comment éviter l'échec dans cette nouvelle carrière ? Comment puis-je réussir dans cette nouvelle profession intéressante ?» M. Gray a cristallisé ses pensées sur ces doutes courants, mais importants, que nous éprouvons tous à un moment ou à un autre de notre vie, et il les a intégrés dans un discours intitulé « Le dénominateur commun de la réussite ». Nous avons pris la liberté de substituer quelques phrases pour aider chacun d'entre nous à comprendre, plus personnellement, le remarquable message de M. Gray. Si le secret du succès consiste à prendre l'habitude de faire des choses que ceux qui échouent n'aiment pas faire, commençons à déterminer les raisons pour lesquelles ces personnes n'aiment pas faire cela. Ceux qui échouent n'aiment pas faire sont les choses que vous et moi et les autres êtres humains, y compris les personnes qui réussissent, n'aiment naturellement pas faire. En d'autres termes, nous devons réaliser dès le départ que le succès est quelque chose qui est atteint par une minorité de personnes et qu'il est donc contre nature et ne doit pas être atteint en suivant nos goûts naturels ou en étant guidé par nos préférences et préjugés naturels. Ceux qui échouent n'aiment pas faire, en général, sont trop nombreuses et trop évidentes pour que nous puissions en discuter ici. Puisque notre succès dans toute entreprise repose sur notre capacité à persuader les autres de faire ce que nous aimerions qu'ils fassent, passons à une discussion sur les choses que nous n'aimons pas faire. Ici aussi, les choses que nous n'aimons pas faire sont trop nombreuses pour permettre une discussion spécifique, mais je pense que l'on peut toutes les éliminer en disant qu'elles sont toutes émanent d'une aversion de base commune à chacun. Nous n'aimons pas parler aux gens de quelque chose dont ils ne veulent peut-être pas parler. Toute réticence à aborder quelqu'un, à suggérer un changement dans son activité, à le persuader d'adopter une nouvelle approche est due à cette aversion fondamentale. Vous vous êtes peut-être demandé ce qui se cache derrière ce curieux manque d'accueil de la part de ceux que nous essayons de convaincre. N'est-ce pas dû au fait que nos prospects sont aussi des êtres humains ? Et n'est-il pas vrai que l'être humain moyen est très résistant au changement, même lorsqu'il s'agit de sa propre amélioration ? Il est enclin à échapper à nos efforts pour le persuader de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire en s'attaquant à la faiblesse la plus importante que nous possédons, à savoir, notre désir d'être apprécié. Peut-être avez-vous été découragé par le sentiment que vous êtes né avec certaines aversions qui vous sont propres et dont les gens qui réussissent ne sont pas affligés. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi les personnes qui réussissent le mieux semblent aimer faire les choses que vous n'aimez pas faire. Ils ne le font pas. Et je pense que c'est la déclaration la plus importante et plus l'encourageante que j'ai jamais faite à quelqu'un. Mais s'ils n'aiment pas faire ces choses, alors pourquoi les font-ils ? Parce qu'en faisant les choses qu'ils n'aiment pas faire, ils peuvent accomplir les choses qu'ils veulent accomplir. Laissez-moi le répéter, les personnes qui réussissent sont influencées par le désir d'obtenir des résultats agréables. Les personnes qui échouent sont influencées par le désir d'obtenir des méthodes agréables et sont enclines à être satisfaites avec les résultats que l'on peut obtenir en faisant ce que l'on aime faire. Pourquoi les personnes qui réussissent sont-elles capables de faire des choses qu'elles n'aiment pas faire alors que les gens qui échouent n'en sont pas capables ? Parce que les personnes qui réussissent ont un objectif suffisamment fort pour qu'elles prennent l'habitude de faire des choses qu'elles n'aiment pas faire afin d'atteindre le but qu'elles veulent atteindre. Il arrive que même les meilleurs producteurs connaissent une période creuse. Cela signifie simplement qu'une personne a atteint un point où, pour l'instant, les choses qu'elle n'aime pas faire sont devenues plus importantes que les raisons pour lesquelles elle les fait. De nombreuses personnes avec qui j'ai discuté de ce dénominateur commun de la réussite ont dit à ce moment-là, « Mais j'ai une famille à faire vivre et je dois gagner ma vie pour ma famille et moi-même. » N'est-ce pas ça un objectif suffisant ? Il y a quelques années, j'ai été confronté à une prise de conscience très perturbante. J'essayais de superviser et de diriger les efforts d'un grand nombre de personnes qui essayaient d'atteindre le succès, sans savoir moi-même quel était le secret du succès vraiment. Cela, naturellement, m'a amené face à face avec une autre. La réalisation que, indépendamment de toutes les autres connaissances que j'aurais pu apporter à mon travail, il me manquait définitivement la connaissance la plus importante de toutes. Bien sûr, comme la plupart d'entre nous, j'ai été élevé dans la croyance populaire selon laquelle le secret du succès est le travail dur. J'ai vu tellement de gens travailler dur sans réussir et tellement de gens réussir sans travailler dur. J'étais convaincu que le travail dur n'était pas le vrai secret, même si dans la plupart des cas, il pouvait être l'une des conditions requises. Je me suis donc lancé dans un voyage de découverte qui m'a amené à lire des biographies, des autobiographies et toutes sortes de dissertations sur le succès et la vie des gens fructueux.
J'ai su que le secret que j'essayais de découvrir ne résidait pas seulement dans ce que les gens faisaient, mais aussi la raison pour laquelle ils le faisaient. Je me suis ensuite rendu compte que le secret que je recherchais devait non seulement s'appliquer à toutes les définitions du succès, mais que, puisqu'il devait s'appliquer à tous ceux à qui il était proposé, il devait également s'appliquer à tous ceux qui avaient déjà réussi. En bref, je cherchais le dénominateur commun du succès. Et parce que c'est ce que je cherchais, c'est exactement ce que j'ai trouvé. Mais ce dénominateur commun du succès est si grand, si puissant, et si vitalement important pour votre avenir et le mien, que je ne vais pas faire un discours à ce sujet. Je vais simplement mettre les choses au clair avec des mots d'une syllabe, si simples pour que tout le monde puisse les comprendre. Le dénominateur commun de succès, le secret de la réussite de toutes les personnes qui ont réussi, réside dans le fait qu'elles ont pris l'habitude de faire des choses que ceux qui échouent n'aiment pas faire. J'ai réalisé que le secret que j'essayais de découvrir ne résidait pas seulement dans ce que les gens faisaient, mais aussi dans ce qui les motivait à le faire. C'est aussi vrai, et aussi simple que ça en a l'air. Vous pouvez le tenir à la lumière, vous pouvez le soumettre à l'épreuve de l'acide, et vous pouvez le malmener jusqu'à ce qu'il soit usé, mais lorsque vous en avez fini avec lui, ce sera toujours le dénominateur commun du succès, que cela nous plaise, ou non. Il expliquera encore pourquoi des personnes se sont lancées dans une entreprise ou une profession avec toutes les qualifications apparentes pour réussir et n'ont connu que des échecs décevants. Alors que d'autres ont obtenu des succès remarquables malgré de nombreux handicaps évidents. Comme il expliquera aussi votre avenir, il serait bon que vous l'utilisiez pour déterminer le type d'avenir que vous aurez. En d'autres termes, prenons ce grand secret universel et réduisons-le à votre cas. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un objectif suffisamment fort pour vous faire prendre l'habitude de faire ce que vous n'aimez pas faire, pour la simple raison qu'il est plus facile de s'adapter aux difficultés d'une vie médiocre que de s'adapter aux difficultés d'une vie meilleure. Si vous doutez de moi, pensez à toutes les choses que vous êtes prêt à abandonner pour éviter de faire ce que vous n'aimez pas faire. Tout cela semble prouver que la force qui vous retient à votre objectif n'est pas votre propre force, mais la force de l'objectif lui-même. Voyons maintenant pourquoi l'habitude occupe une place si importante dans ce dénominateur commun du succès. Les gens sont des créatures d'habitude tout comme les machines sont des créatures de mouvement. L'habitude n'est ni plus ni moins que le mouvement traduit du concret à l'abstrait. Pouvez-vous imaginer le problème auquel seraient confrontés nos ingénieurs en mécanique si l'élan n'existait pas? La vitesse serait impossible, car la plus grande vitesse à laquelle un véhicule pourrait être déplacé serait la première vitesse à laquelle il pourrait être éloigné de l'arrêt. Les ascenseurs ne pourraient pas s'élever, les avions ne pourraient pas voler, et le monde entier de la mécanique se trouverait dans un état d'impuissance totale. Qui sommes-nous, vous et moi, pour penser que nous pouvons faire, avec notre propre nature humaine, ce que les meilleurs ingénieurs du monde n'ont pas pu faire avec les meilleures machines qui aient jamais été construites? Toutes les qualités requises pour réussir s'acquièrent par l'habitude. Les gens forment des habitudes et les habitudes forment l'avenir. Si vous ne prenez pas de bonnes habitudes, vous en prendrez inconsciemment de mauvaises. Vous êtes le genre de personne que vous êtes parce que vous avez pris l'habitude d'être ce genre de personne, et la seule façon de changer est de changer les habitudes. Les habitudes de réussite dans tous les domaines peuvent être divisées en 4 groupes principaux. Les habitudes de prospection. Habitudes d'appel. Les habitudes de vente, la persuasion. Les habitudes de travail. Examinons ces groupes d'habitudes dans leur ordre. Toute personne ayant réussi vous dira qu'il est plus facile de persuader quelqu'un d'adopter une ligne de conduite particulière que de trouver quelqu'un qui veut déjà le faire. Mais si vous n'avez pas formé l'habitude de contacter ceux qui ont besoin de ce que vous offrez, quel que soit leur désir, vous avez inconsciemment pris l'habitude de limiter vos contacts aux personnes qui veulent déjà ce que vous avez à offrir. Et c'est là que se trouve la seule et unique raison réelle du manque de contacts intéressés. En ce qui concerne les habitudes d'appel, à moins que vous n'ayez délibérément pris l'habitude d'appeler des personnes capables de faire ce que vous voulez qu'ils fassent mais qui n'ont peut-être pas envie d'écouter, alors, inconsciemment, vous avez pris l'habitude de faire appel à des personnes qui sont prêtes à écouter mais incapables de faire ce que vous voulez qu'ils fassent. En ce qui concerne les habitudes de persuasion, à moins que vous n'ayez pris l'habitude de faire appel à des personnes déterminées à les aider à voir pourquoi il est dans leur intérêt d'adopter une ligne de conduite particulière, vous avez inconsciemment pris l'habitude de faire appel à des personnes alors que vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous êtes prêt à les laisser vous faire voir leur raison de ne pas vous suivre. En ce qui concerne les habitudes de travail, si vous vous occupez des 3 autres groupes, les habitudes de travail se feront généralement toutes seules, car les habitudes de travail comprennent l'étude et la préparation, l'organisation du temps et des efforts, les dossiers, les analyses, etc.
Vous ne vous donnerez certainement pas la peine d'apprendre la meilleure approche pour votre présentation si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser. Vous n'allez pas planifier vos activités de la journée si vous savez, au fond de vous, que vous ne réaliserez pas vos plans. Et vous n'allez certainement pas tenir un registre net des choses que vous n'avez pas faites ou des résultats que vous n'avez pas obtenus. Ne nous inquiétons donc pas trop du 4e groupe d'habitudes de réussite, car si vous vous occupez des 3 premiers groupes, la plupart des habitudes de travail se feront d'elles-mêmes. Mais avant de décider d'adopter ces habitudes de réussite, laissez-moi vous avertir de l'importance de l'habitude dans votre décision. J'ai assisté à de nombreuses réunions de vente et des rassemblements au cours des dernières années et je me suis souvent demandé pourquoi, en dépit du fait qu'il y a tant de bonnes choses en eux, tant de gens semblent en recevoir si peu, en tirer durablement profit. Vous avez peut-être participé à des réunions de vente dans le passé et vous avez quitté ces réunions en étant déterminé à faire les choses qui vous permettraient de réussir ou de réussir davantage. Mais vous avez constaté que votre décision ou votre détermination s'effaçait au moment précis où elle devait être mise en œuvre ou en pratique. Voici la réponse. Toute résolution ou décision que vous prenez est simplement une promesse que vous vous faites à vous-même et qui ne vaut pas un clou tant que vous n'avez pas pris l'habitude de la prendre et de la tenir. Et vous ne prendrez l'habitude de la prendre et de la tenir que si, dès le départ, vous l'associez à un objectif précis qui peut être atteint en la tenant. En d'autres termes, toute résolution ou décision que vous prenez aujourd'hui doit être prise à nouveau demain, et le jour suivant, et le jour suivant, et le jour suivant, et ainsi de suite. Et non seulement vous devez la prendre chaque jour, mais vous devez la tenir chaque jour, car si vous manquez un jour de la prendre ou de la tenir, vous devez revenir en arrière et tout recommencer. Mais si vous continuez à le faire chaque matin et à le garder chaque jour, vous finirez par vous réveiller un beau matin, une personne différente dans un monde différent, et vous vous demanderez ce qui vous est arrivé, à vous et au monde dans lequel vous viviez. Voici ce qui s'est passé. Votre résolution ou décision est devenue une habitude et vous n'avez pas besoin de la prendre ce matin-là. Et la raison pour laquelle vous semblez être une personne différente, vivant dans un monde différent, réside dans le fait que pour la première fois de votre vie, vous êtes devenu maître de vous-même, maître de vos goûts et de vos dégoûts en vous abandonnant à votre but dans la vie. C'est pourquoi, derrière chaque succès, il doit y avoir un but et c'est ce qui rend le but si important pour votre avenir. Car, en dernière analyse, votre avenir ne dépendra pas des conditions économiques, des influences extérieures ou des circonstances sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Votre avenir va dépendre de votre but dans la vie. Parlons donc du but. Tout d'abord, votre objectif doit être pratique et non visionnaire. Il y a quelque temps, j'ai discuté avec un homme qui pensait avoir un objectif qui était plus important pour lui que son revenu. Il s'est intéressé aux souffrances de son prochain, et il voulait être placé en position d'alléger cette souffrance. Mais lorsque nous avons analysé ses véritables sentiments, nous avons découvert, et il l'a admis, que ce qu'il voulait vraiment, c'était un emploi agréable, consistant à faire la charité avec l'argent des autres et à être bien payé pour, ainsi que l'appréciation et le sentiment de l'importance qui va naturellement en parallèle avec un tel travail. Mais en rendant votre objectif pratique, veillez à ne pas le rendre logique. Faites-en un but de type sentimental ou affectif. Rappelez-vous que les besoins sont logiques alors que les désirs et les envies sont sentimentaux et émotionnels. Vos besoins vous pousseront jusqu'à un certain point, mais lorsque vos besoins seront satisfaits, ils cesseront de vous pousser. Si, en revanche, votre but est en termes de désirs et de souhaits, alors vos désirs et souhaits continueront à vous pousser longtemps après que vos besoins seront satisfaits et jusqu'à ce que vos désirs et souhaits soient réalisés. Bien que vous puissiez réussir au-delà de vos plus grands espoirs et de vos. Même si vous avez les plus grandes attentes, vous ne réussirez jamais au-delà de l'objectif auquel vous êtes prêt à vous soumettre. Récemment, j'ai discuté avec un jeune homme qui a découvert, il y a longtemps, le dénominateur commun du succès sans pour autant identifier sa découverte. Il avait un objectif précis dans la vie et c'était sans aucun doute un but sentimental ou émotionnel. Il voulait que son fils aille à l'université sans avoir à travailler pour y arriver comme il l'avait fait. Il voulait éviter à sa petite-fille les difficultés que sa propre sœur avait dû affronter dans son enfance. Et il voulait que sa femme jouisse du luxe et du confort, et même des nécessités, qui avaient été refusées à sa propre mère. Et il était prêt à prendre l'habitude de faire des choses qu'il n'aimait pas faire afin d'atteindre ce but. Sans vouloir le décourager, mais plutôt pour qu'il m'encourage, je lui ai dit, n'allez-vous pas un peu trop loin avec cette histoire. Il n'y a aucune raison logique pour que votre fils ne soit pas prêt à travailler jusqu'à l'université, comme l'a fait son père. Bien sûr, il va manquer beaucoup de choses que vous avez manquées dans ta vie d'étudiant et il aura probablement des peines et des déceptions mais s'il est bon, il va s'en sortir à la fin, tout comme vous.
Et il n'y a pas de raison logique pour laquelle tu devrais être esclave pour que votre fille puisse avoir les choses que votre propre sœur n'a pas pu avoir, ou pour que votre femme puisse profiter du confort et du luxe auquel elle n'était pas habituée avant votre mariage. Il m'a regardé plein de pitié et a dit, mais il n'y a pas d'inspiration dans la logique. Il n'y a pas de courage dans la logique. Il n'y a même pas de bonheur dans la logique. Il n'y a que de la satisfaction. La seule place qu'occupe la logique dans ma vie est dans la réalisation que plus je suis prêt à faire pour ma femme et mes enfants, plus je serai capable de faire pour moi-même. J'imagine qu'après avoir entendu cette histoire, vous n'aurez pas besoin qu'on vous explique comment trouver votre objectif, comment l'identifier ou comment vous y soumettre. S'il s'agit d'un grand objectif, vous serez grand dans son accomplissement. Si c'est un objectif désintéressé, vous serez désintéressé dans son accomplissement. Et si c'est un objectif honnête, vous serez honnête et honorable dans son accomplissement. Mais aussi tant que vous vivrez, n'oubliez jamais que vous pouvez réussir au-delà de vos plus sincères et de vos plus grandes attentes. Vous ne réussirez jamais au-delà des objectifs auxquels vous êtes prêt à vous rendre. En outre, votre renoncement ne sera pas complet tant que vous n'aurez pas pris l'habitude de faire les choses que les échecs n'aiment pas faire.